Harry Potter et les méthodes de la rationalité, chapitre 3. Comparer la réalité à ses alternatives. Mon Dieu, dit le barman en dévisageant Harry. Est-ce... Se pourrait-il que... Harry se pencha par-dessus le bar du chaudron baveur, du mieux qu'il put, le zinc atteignant à peu près le haut de ses sourcils. Une question pareille méritait qu'il donne le meilleur de lui-même. Suis-je? Pourrais-je être? Peut-être? Qui sait? Si c'est le cas... Mais une question reste en suspens. Qui? Béni soit mon âme, murmura le vieux barman. Harry Potter. Quel honneur. Harry cligna des yeux puis se reprit. Eh bien oui. Vous êtes perspicace. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte si vite. Ça suffit, dit le professeur McGonagall. Sa main se resserra sur l'épaule de Harry. Ne harcèle pas le garçon, Tom. Tout ça est nouveau pour lui. Mais c'est lui, chevrota une vieille femme. C'est Harry Potter? Elle se leva de sa chaise dans un bruit de raclement. Doris, dit McGonagall sur un ton d'avertissement. Le long regard avec lequel elle balaya la pièce aurait dû suffire à intimider n'importe qui. Je veux seulement lui serrer la main, murmura la vieille femme. Elle s'inclina profondément et brandit une main ridée. Harry, se sentant plus confus et gêné qu'il ne l'avait jamais été auparavant, la serra avec précaution. Des larmes tombèrent des yeux de la vieille femme jusqu'à leurs poignées de main. Mon petit-fils était un aurore, lui murmura-t-elle, mort en 79. Merci, Harry Potter. Loué soit le ciel. De rien, dit Harry, passé en pilote automatique. Puis il se tourna vers McGonagall et lui jeta un regard à la fois terrifié et implorant. McGonagall claqua son pied sur le sol, juste avant que la ruée ne commence. Cela fit un bruit qui donna à Harry une nouvelle définition de l'expression « coup de tonnerre », et tous se figèrent. « Nous sommes pressés », dit McGonagall d'une voix parfaitement, absolument normale. Ils quittèrent le bar sans ennui. McGonagall, dit Harry une fois qu'ils furent dans la cour du bâtiment. Il avait voulu s'enquérir de ce qui se passait, mais s'entendit poser une toute autre question. Qui était l'homme pâle? L'homme au bar à l'œil convulsé. Dit McGonagall, l'air un peu surprise. Peut-être qu'elle non plus ne s'était pas attendue à cette question. C'était le professeur Quirrell. Il va enseigner le cours de défense contre les forces du mal à Poudlard cette année. J'ai eu une sensation des plus étranges. Comme si je le connaissais. Harry se frotta le front. Et comme si je devais éviter de lui serrer la main. Comme de rencontrer quelqu'un qui avait autrefois été votre ami, puis que quelque chose avait très mal tourné. Ce n'était pas vraiment ça, mais Harry n'arrivait pas à trouver les mots justes. Et pour le reste, McGonagall lui jeta un étrange regard. Monsieur Potter, savez-vous... Que vous a-t-on dit au juste sur la façon dont vos parents sont morts? Harry lui renvoya un regard ferme. Mes parents sont vivants et bien portants. Ils ont toujours refusé de me parler de la façon dont mes parents génétiques sont morts, ce dont je ne déduis rien de bon. Une loyauté admirable, dit McGonagall. Sa voix se fit plus basse. Mais je souffre un peu de vous l'entendre dire ainsi. Lily et James étaient des amis. Soudain honteux, Harry détourna le regard. Je suis navré, dit-il d'une petite voix, mais j'ai un père et une mère, et je sais que je ne ferais que me rendre malheureux si je comparais la réalité à quelque chose de parfait que mon imagination a construite. C'est étonnamment sage de votre part, dit McGonagall avec douceur, mais vos parents génétiques sont morts d'une belle mort, en vous protégeant. En me protégeant? Quelque chose d'inconnu étreint le cœur de Harry. Que s'est-il passé? McGonagall soupira. Sa baguette vint toucher le front de Harry et la vision de ce dernier se brouilla un instant. Une sorte de déguisement, dit McGonagall, pour que ceci n'ait plus lieu, pas avant que vous soyez prêts. Puis sa baguette fut à nouveau dehors et, par 3 fois, toucha un mur de briques, où se creusa un trou qui se dilata, s'étira et trembla pour devenir une immense arcade révélant une longue rangée de magasins dotés de pancartes criant les mérites de chaudron et de foie de dragon. Harry ne cligna même pas des yeux. Ce n'était pas comme si quelqu'un venait de se transformer en chat, et ils s'avancèrent tous deux dans le monde magique. Il y avait des marchands vantant des bottes rebondissantes, faites avec du vrai flubber, et couteau plus 3, fourchette plus 2, cuillère avec un bonus de plus 4. Il y avait des lunettes capables de rendre vert tout ce que vous regardiez, et une sélection de confortables fauteuils de salon dotés de sièges éjectables pour les cas d'urgence. La tête de Harry tournait comme si elle essayait de se dévisser de son cou. C'était comme de déambuler dans la section objets magiques d'un livre de règles d'Advanced Dungeons and Dragons. Il ne jouait pas au jeu, mais il aimait lire les livres de règles. Harry souhaitait désespérément ne pas manquer un seul des objets disponibles, au cas où ce serait l'un des 3 requis pour compléter un cycle de sorts de vœux infinis. Puis Harry remarqua quelque chose qui le fit inconsciemment dériver loin de McGonagall, et il se dirigea droit vers un magasin à la devanture faite de briques bleues au rebord bronze-acier. Il fallut que McGonagall se campe juste devant lui pour que Harry revienne à la réalité. « Monsieur Potter, dit-elle. » Harry cligna des yeux, puis se rendit compte de ce qu'il venait de faire. « Je suis navré,
J'ai oublié pendant un moment que j'étais avec vous et non avec ma famille. Harry esquissa un geste en direction de la vitrine du magasin, qui affichait des lettres ardentes qui brillaient d'une lueur à la fois perçante et lointaine, et où l'on pouvait y lire Big Bam's Brilliant Books. Lorsqu'on passe devant une librairie qu'on n'a pas encore visitée, on doit rentrer et jeter un coup d'œil. C'est la règle de la famille. C'est la chose la plus serre d'aigle que j'ai jamais entendue. Quoi? Rien, monsieur Potter. Notre première étape sera une visite à Gringotts, la banque du monde magique. La chambre forte de votre famille génétique s'y trouve, ainsi que l'héritage que vos parents génétiques vous ont laissé. Et vous allez avoir besoin d'argent pour vos fournitures scolaires. Elle soupira. Et je suppose qu'une certaine quantité d'argent de poche destinée à l'achat de livres pourra être excusée. Cela dit, vous pourriez décider d'attendre un moment. Poudlard a une bibliothèque assez conséquente consacrée à la magie. Et la tour dans laquelle je soupçonne fortement que vous allez vivre est équipée de sa propre bibliothèque plus généraliste. Tout livre que vous achèterez ici sera probablement un doublon. Harry hocha la tête, et ils continuèrent. Ne vous méprenez pas, c'est une excellente diversion, dit Harry, alors que sa tête continuait de pivoter en tous sens. Probablement la meilleure diversion qu'on ait jamais essayée sur moi, mais ne croyez pas que j'ai oublié notre discussion laissée en suspens. McGonagall soupira. Vos parents, votre mère tout du moins, a peut-être été fort sage de ne rien vous dire. Et vous souhaitez que je continue dans cette ignorance béate? Votre plan possède une faille évidente, professeur McGonagall. J'imagine que ce serait assez futile, dit la sorcière avec fermeté, vu que n'importe quel passant pourrait vous raconter cette histoire. Très bien. Et elle lui parla de celui dont il ne faut pas prononcer le nom, le Seigneur des Ténèbres, Voldemort. Voldemort? Murmura Harry. Ça aurait dû être drôle, mais ça ne l'était pas. Le nom brûlait avec froideur, impitoyable, d'une clarté de diamant, tel un marteau de titane pur s'abattant sur une enclume de chair sans défense. Un frisson parcourut Harry, alors même qu'il prononçait le mot, et il décida ici et maintenant d'utiliser des termes plus sûrs comme « vous savez qui ». Le Seigneur des Ténèbres avait mis l'Angleterre magique à feu et à sang, tel un loup enragé, déchirant, déchiquetant le tissu de leur vie. D'autres pays s'étaient tordus les mains, hésitant à intervenir à cause de leur égoïsme apathique, ou par peur, car le premier d'entre eux à s'opposer au Seigneur des Ténèbres verrait sa paix devenir la cible de sa terreur. L'effet du témoin, se dit Harry, songeant à l'expérience de Lathan et Darley, qui avait montré que vous aviez plus de chances d'être aidé si vous faisiez une crise d'épilepsie en présence d'une personne qu'en présence de trois. Diffusion de la responsabilité, chacun espérant que quelqu'un d'autre agisse en premier. Les mange-morts avaient suivi le sillage du Seigneur des Ténèbres, et dans son avant-garde se trouvaient des vautours charognards qui rouvraient les blessures, ou des serpents pour mordre et affaiblir. Les mange-morts n'étaient pas aussi épouvantables que le Seigneur des Ténèbres, mais ils étaient épouvantables, et ils étaient nombreux. Et les mange-morts maniaient plus que des baguettes. Et il y avait dans ces troupes masquées de fortune du pouvoir politique, des secrets transformés en chantage afin de paralyser une société qui essayait de se protéger. Un journaliste âgé et respecté, Wormy Weeble, avait réclamé une hausse des taxes et une conscription forcée. Il s'était écrié qu'il était absurde que la majorité se tapisse, effrayée par la minorité. Seul sa peau avait été retrouvée clouée au mur de la rédaction le matin suivant, à côté des peaux de sa femme et de ses deux filles. Chacun souhaitait que quelque chose soit fait, et personne n'osait prendre l'initiative. Le prochain à se démarquer deviendrait le prochain exemple. Jusqu'au jour où les noms de Lily et James Potter atteignirent le haut de la liste. Et ces deux-là auraient pu mourir la baguette à la main et n'avoir aucun regret, car c'étaient des héros, mais ils avaient un nouveau-né, leur fils, Harry Potter. Les larmes montaient aux yeux de Harry. Il les essuyait avec colère ou peut-être avec désespoir. Je ne connaissais pas ces gens. Pas vraiment. Ce ne sont pas mes parents aujourd'hui. Ce serait futile d'être triste pour eux. Lorsque Harry eut fini de sangloter dans les robes de McGonagall, il releva la tête, et voir que des larmes se trouvaient aussi dans ses yeux à elle le fit se sentir un petit peu mieux. Le Seigneur des Ténèbres est venu à Godric's Hollow, dit McGonagall dans un souffle. Vous auriez dû être à l'abri, mais on vous a trahi. Le Seigneur des Ténèbres a tué James et il a tué Lily, et enfin, il est parvenu jusqu'à vous, jusqu'à votre berceau. Il vous a jeté le sortilège de la mort, et tout était fini. Le sortilège de la mort est fait de haine pure, et frappe directement l'âme en la séparant du corps. Il ne peut être arrêté. La seule défense est de ne pas être là. Mais vous avez survécu. Vous êtes la seule personne à avoir jamais survécu. Le sortilège de la mort a été réfléchi. Il a rebondi et a frappé le Seigneur des Ténèbres, ne laissant que la carcasse brûlée de son corps et une cicatrice sur votre front. C'était la fin de la terreur. Et nous étions libres. Voilà, Harry Potter, pourquoi les gens veulent voir la cicatrice sur votre front. Et pourquoi ils veulent vous serrer la main. Le torrent de pleurs qui s'était déversé en Harry avait usé toutes ses larmes. Il ne pouvait plus pleurer à nouveau. Il avait fini. Et quelque part, enfoui sous ses pensées, se trouvait un léger, très léger sentiment de confusion. L'idée que quelque chose dans cette histoire ne collait pas. Et cela faisait partie de son art que de remarquer ce sentiment. Mais il était distrait,
car il est une triste règle disant que c'est lorsque l'on a le plus besoin de son art de rationaliste que l'on risque le plus de l'oublier. Harry se détacha du flanc de McGonagall. Je vais avoir besoin d'y réfléchir, dit-il, essayant de maintenir un contrôle sur sa voix. Il fixa ses chaussures. Vous pouvez les appeler mes parents, si vous le souhaitez. Vous n'avez pas à dire parents génétiques, ou quoi que ce soit. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas avoir deux mères et deux pères. McGonagall fut silencieuse, et ils marchèrent ensemble en silence, jusqu'à ce qu'ils parviennent à un grand bâtiment blanc aux vastes portes de bronze. Gringotts, dit McGonagall. Chapitre 4. L'hypothèse du marché efficient. Des tas de galions d'or, des piles de mornilles d'argent, des monceaux de noises de bronze. Harry se tenait là, la bouche ouverte, et regardait la chambre forte familiale. Il avait tant de questions qu'il ne savait pas par où commencer. Depuis l'ouverture de la porte de la chambre forte, McGonagall le regardait avec l'air de s'appuyer négligemment contre le mur, mais ses yeux étaient attentifs. Bon, rien de surprenant. Se voir présenter un énorme tas de pièces d'or constitue un test de personnalité tellement pur que c'en était un stéréotype. « Ces pièces sont-elles faites en métal pur » dit finalement Harry. « Quoi » siffla le gobelin Gripsec qui attendait près de la porte. « Remettez-vous en question l'intégrité de Gringotts, monsieur Potter Evansverse ?»« Non, monsieur, dit Harry d'un air absent. Pas du tout, navré si je me suis mal exprimé. C'est juste que je ne sais pas du tout comment votre système financier fonctionne. Je vous demande si les galions en général sont faits d'or pur. »« Bien sûr !» dit Gripsec. « Et n'importe qui peut les frapper ? Ou sont-ils produits par un monopole qui collecte ainsi qu'un seigneuriage ?»« Quoi ?» dit McGonagall, les yeux vides. Gripsec grimaça, révélant des dents acérées. « Seul un idiot ferait confiance à autre chose qu'à une pièce gobeline !»« En d'autres mots, dit Harry, les pièces ne sont pas supposées valoir plus que le métal dont elles sont faites. » Gripsec regardait Harry. McGonagall semblait perplexe. « Je veux dire, imaginez que j'arrive ici avec une tonne d'argent. Pourrais-je repartir avec une tonne de mornilles ?»« Contre des frais, monsieur Potter Evansverse ?» Le gobelin l'observait avec des yeux scintillants. « Contre des frais certains. Où trouveriez-vous une tonne d'argent ? Cela je me le demande. » Je parlais hypothétiquement, dit Harry. Pour l'instant, en tout cas. Donc, combien feriez-vous payer en fraction du poids total ? Les yeux de Gripsec étaient fixés sur Harry. Je devrais consulter mes supérieurs. Donnez-moi une estimation. Je ne demanderai pas à Gringotts de s'y tenir. 1/20 du métal paierait pour la frappe des pièces. Harry hocha la tête. Merci beaucoup, monsieur Gripsec. Alors non seulement l'économie magique est totalement découplée de l'économie moldue, mais personne ici n'a jamais entendu parler d'arbitrage. L'économie moldue, plus grande, avait un taux d'échange fluctuant entre l'or et l'argent, si bien que chaque fois que le taux or pour argent des moldus se trouvait à plus de 5% de différence avec le rapport de poids 17 mornilles pour un galion, l'or ou l'argent aurait dû être drainé hors de l'économie magique jusqu'à ce qu'il devienne impossible de maintenir un taux d'échange. Amener une tonne d'argent, échanger-la contre des mornilles et payer 5%, échanger les mornilles contre des galions, amener l'or dans le monde moldu, échangez-le contre plus d'argent que ce que vous aviez au départ et recommencer. Le taux d'échange or-argent des moldus n'était-il pas aux environs de 50 pour 1 ? En tout cas, pensait Harry, ce n'était certainement pas 17 pour 1. Et il semblait que les pièces d'argent étaient en fait plus petites que les pièces d'or. Mais après tout, Harry se tenait dans une banque qui stockait littéralement votre argent dans des chambres fortes pleines de pièces d'or, gardées par des dragons, et où vous deviez pénétrer et récupérer vos pièces à chaque fois que vous souhaitiez dépenser de l'argent. Des détails tels que réduire l'inefficacité des marchés grâce à l'arbitrage leur passerait probablement au-dessus de la tête. Il avait été tenté de faire une remarque narquoise au sujet de la grossièreté de leur système financier, mais ce qui était triste, c'est que leur méthode était probablement meilleure. D'un autre côté, un professionnel de la gestion de portefeuille financier deviendrait probablement propriétaire du monde magique en moins d'une semaine. Harry rangea cette idée quelque part, au cas où il manquerait d'argent ou il se retrouverait avec une semaine de libre. Pendant ce temps, les gigantesques piles de pièces d'or de la chambre forte Potter devraient répondre à ses besoins à court terme. Harry s'avança et commença à ramasser des pièces d'or d'une main, les déposant ensuite dans l'autre. Lorsqu'il en fut arrivé à 20, McGonagall toussa. « Je pense que ce sera bien plus qu'assez pour payer vos fournitures scolaires, monsieur Potter. » dit Harry, l'esprit ailleurs. « Ne bougez pas, je fais un calcul de Fermi. »« Un quoi ?» dit McGonagall, l'air soudain alarmé. « C'est un truc de maths nommé d'après Enrico Fermi, une façon d'obtenir des résultats approximatifs de tête très rapidement. 20 galions d'or pesaient peut-être 1/10 de kilo. Et l'or valait quoi, 10 000 livres anglaises au kilo ? Un galion valait donc environ 50 livres anglaises. Les piles tas de pièces d'or semblaient faire environ 60 pièces de haut et 20 pièces dans les autres dimensions de base, et avaient une forme pyramidale. Donc ce serait environ un tiers du cube. 8000 galions par tas, en gros, et il y avait 5 tas de cette taille, soit 40 000 galions, soit 2 millions de livres anglaises. Pas mal. Harry sourit et fit une légère grimace de satisfaction. Il était dommage qu'il soit au plein milieu de sa découverte d'un incroyable nouveau monde magique, et qu'il ne puisse pas prendre le temps d'explorer l'incroyable nouveau monde de la richesse, qu'un rapide calcul de Fermi avait estimé être environ 1 milliard de fois moins intéressant. Quand même, c'est la dernière fois que je tourne une pelouse pour une pauvre livre.
Harry s'éloigna de l'immense tas d'or. Navré de poser la question, professeur McGonagall, mais je crois comprendre que mes parents avaient entre 20 et 30 ans lorsqu'ils sont morts. Est-ce une somme normale d'argent à avoir dans sa chambre forte lorsqu'on est un jeune couple du monde magique? Si c'était le cas, alors une tasse de café coûtait probablement 5000 livres, règle numéro 1 de l'économie. Vous ne pouvez pas manger l'argent. McGonagall secoua la tête. Votre père était le dernier héritier d'une vieille famille, monsieur Potter. Il est aussi possible... McGonagall hésita. Une partie de cet argent pourrait provenir des primes qui avaient été mises sur la tête de vous savez qui, payables à Sam. McGonagall ravala le mot. À qui le vaincrait? Ou ces primes n'ont peut-être pas encore été récoltées? Je ne suis pas sûr. Intéressant, dit lentement Harry. Donc une partie de ceci est mien en un sens, c'est-à-dire gagné par moi. En quelque sorte, peut-être, même si je ne m'en souviens pas. Les doigts de Harry tapotaient contre les jambes de son pantalon. Cela me fait me sentir moins coupable à l'idée d'en dépenser une toute petite fraction. Ne paniquez pas, professeur McGonagall. Monsieur Potter, vous êtes mineur et en tant que tel, vous ne serez autorisé qu'à faire des retraits raisonnables de... Je suis carrément pour ce qui est raisonnable. Je suis à fond pour la prudence fiscale et le contrôle de ses impulsions. Mais j'ai bel et bien vu quelque chose sur le chemin qui constituerait des achats sensés et adultes. Harry accrocha ses yeux à ceux de McGonagall, s'engageant dans un duel de regards silencieux. Comme quoi, dit finalement McGonagall, des mâles dont l'intérieur contient plus que l'extérieur? Le visage de McGonagall devint sévère. Ces mâles sont très chers, monsieur Potter. Oui, mais, plaida Harry, je suis sûr que j'en voudrais une quand je serai adulte. Et je peux m'en offrir une. Il serait plus sensé d'en acheter une maintenant que plus tard, et d'en avoir l'usage immédiatement, n'est-ce pas? C'est le même argent dans un cas comme dans l'autre. Je veux dire que j'en voudrais une de bonne qualité, avec beaucoup de place à l'intérieur, assez bonne pour que je n'ai pas à en racheter une meilleure plus tard. Harry laissa sa phrase en suspens, plein d'espoir. Le regard de McGonagall ne vacilla pas. Et quoi, au juste, conserveriez-vous dans une telle malle, monsieur Potter? Des livres, bien sûr, soupira McGonagall. Vous auriez dû me dire bien plus tôt que ce genre d'objet magique existait, et que je pouvais me les offrir. Maintenant, mon père et moi allons devoir passer les 2 prochains jours à parcourir frénétiquement toutes les librairies de vieux manuels scolaires afin que je puisse avoir une bibliothèque de mathématiques et de sciences décentes avec moi à Poudlard, et peut-être une mini-collection de SF et de fantasy, si je peux constituer quelque chose de convenable à partir des corbeilles à 10 pennies. Ou encore mieux, je vous rends le marché un peu plus attrayant, d'accord? Laissez-moi juste acheter... Monsieur Potter, vous pensez pouvoir me soudoyer? Quoi? Non, pas comme ça. Ce que je veux dire, c'est que Poudlard pourra garder certains des livres que j'apporterai si vous pensez qu'ils constitueraient des ajouts de valeur à la bibliothèque. Je vais les acheter pour pas cher, et je veux juste qu'ils me soient accessibles. C'est acceptable de soudoyer les gens avec des livres, non? C'est une... tradition familiale. Oui, exactement. Tout le corps de McGonagall semblait s'effondrer. J'ai bien peur de ne pas pouvoir contredire la logique de vos mots, bien que je souhaite ardemment en être capable. Je vais vous autoriser à retirer 100 galions de plus, monsieur Potter. Je sais que je vais le regretter, et je le fais quand même. J'aime cette façon de penser. Et est-ce que la peau de moque fait ce que je pense qu'elle fait? Pas autant qu'une malle, dit McGonagall avec réticence. Mais une peau de moque avec un sort de récupération et un sort d'extension indétectable peut contenir un certain nombre d'objets qui pourront être rappelés par celui qui les y a rangés. Oui, j'aurais absolument besoin d'une de ces peaux. C'est comme la super ceinture gadget de génialité ultime, la ceinture utilitaire de Batman. Oubliez le couteau suisse, on pourrait transporter une caisse à outils entière là-dedans, ou d'autres objets magiques, ou des livres. Je pourrais avoir mes 3 livres du moment sur moi tout le temps et en piocher un n'importe où. Je n'aurai plus jamais à gâcher une minute de ma vie. Qu'en pensez-vous, professeur McGonagall? C'est la meilleure des raisons possibles. Très bien. Vous pourriez ajouter 10 galions. Gripsec offrait à Harry un regard de franc respect, voire peut-être d'admiration. Et un peu d'argent de poche, comme vous l'avez mentionné plus tôt. Je crois pouvoir me rappeler d'une ou 2 choses que je souhaite conserver dans cette peau. Ne poussez pas, monsieur Potter. Mais, oh, professeur McGonagall, pourquoi gâcher ce moment? Aujourd'hui est certainement un jour heureux, celui où je découvre toutes les choses magiques pour la première fois. Pourquoi jouer le rôle de l'adulte grincheux alors qu'au lieu de ça, vous pourriez sourire et vous remémorer votre enfance innocente et regarder le ravissement sur mon jeune visage, tandis que j'achète quelques jouets utilisant une fraction insignifiante de la fortune que j'ai gagnée en battant le plus terrible sorcier que la Grande-Bretagne ait jamais connu. Non pas que je vous accuse d'être ingrate ou quoi que ce soit, mais quand même, que sont quelques jouets comparés à ça? Vous, grogna McGonagall. Elle avait un regard si effroyable et terrible que Harry glapit et fit un pas en arrière, renversant une pile de pièces d'or dans un grand tintement et s'étalant dans un tas d'argent. Gripsec soupira et se cacha le visage derrière sa main. Je rendrai un fier service à l'Angleterre magique, monsieur Potter, et peut-être au monde entier, si je vous enfermais dans cette chambre forte et que je vous laissais ici. Et ils partirent sans ennui.